Grand 4, grandeur du système et grandeur de réaction. Dans cette partie, on va donner un certain nombre de définitions sur des grandeurs qui vont être stockées dans les tables thermodynamiques et qu'il va falloir bien comprendre. Petit 1, grandeur molaire partielle. Définition. Soit un système constitué d'une phase homogène contenant différents constituants, qu'on va numéroter A1, A2, A3, AN, soit Z une grandeur extensive quelconque du système. On va considérer que Z dépend de plusieurs paramètres, en particulier la température, la pression et les nombres de moles de chacun de ces systèmes. Et à partir de cela, on va définir la grandeur Z molaire partielle d'un constituant AI comme étant ZMI égale d rond Z sur d rond NI à T, P et tous les NJ différents de I constants. Cette formule, donc, qui est une dérivée partielle de la grandeur Z par rapport au nombre de moles du constituant AI, c'est ce qui définit la grandeur, la Z molaire partielle pour un constituant. En termes d'interprétation, on peut voir cette grandeur molaire comme simplement la quantité de grandeur Z apportée par une mole du constituant AI dans ce mélange, à la température, à la pression et avec les nombres de moles des autres constituants à ce moment-là du mélange. Un exemple typique de grandeur molaire partielle qu'on vient de voir juste avant, c'est les CPM justement. Quand on dit le CPM d'un constituant, la capacité calorifique molaire d'un constituant, mais c'est exactement ça, c'est d rond Cp sur d rond Ni à température, pression et Nj différents de I constants. Donc, même si ici c'est une formule de dérivée partielle qui peut au départ sembler un petit peu compliquée, finalement c'est simplement se dire, voilà, une mole de ce constituant, ça correspond à telle valeur de Cp. Ou ici, pour n'importe quelle grandeur Z, une mole de ce constituant, dans ce mélange-là, correspond à telle valeur de la grandeur Z. Remarque, ZMI, c'est le quotient de deux grandeurs extensives, puisque Z, par définition, c'est extensive, pour qu'on puisse définir une grandeur molaire partielle, et NI, le nombre de moles, c'est évidemment extensif. Donc, une grandeur molaire ZMI devient une grandeur intensive, puisque quand on fait le quotient de deux grandeurs extensives, ça devient une grandeur intensive. Deuxième remarque, quand un corps est pur, on ne dit plus une grandeur molaire partielle, mais tout simplement une grandeur molaire, puisqu'on n'est plus dans un mélange, il y a le corps tout seul. Et c'est noté ZMI étoile, pour indiquer que c'est un corps pur. Et ça dépendra du coup de la température, de la pression, et ça dépendra plus des autres nombres de moles des autres constituants, puisqu'ils ne sont plus présents, vu qu'on a un corps pur. Une loi importante à retenir, c'est l'identité de l'air. Si une grandeur Z est extensive, alors on a logiquement que cette grandeur Z pour le système total est la somme de la grandeur Z pour tous les sous-systèmes. Autrement dit, comme chaque sous-système présent correspond à un constituant qui a une certaine quantité de matière Ni et une certaine grandeur molaire partielle ZMI, on peut dire que Z total pour le système, ce sera toujours la somme des Ni fois ZMI pour tous les constituants du système. C'est très logique, si on fait la somme des contributions de chaque espèce, on trouve la valeur totale Z pour le système. Si on vous parle d'une grandeur molaire standard, c'est simplement la grandeur molaire d'un constituant à l'état standard. Et ce sera noté Zm standard, avec le petit zéro du standard, qui dépendra de la température, mais plus de la pression, puisque par définition, à l'état standard, la pression est fixée à P égale P standard égale 1 bar. Si on l'applique à l'enthalpie, qui est une grandeur extensive, pour un corps pur, on définit l'enthalpie molaire par HMI étoile, le petit étoile de corps pur, qui est d rond H sur d rond N à température et pression constante. Dans un mélange, on définit l'enthalpie molaire partielle d'un constituant AI par HMI égale d rond H sur d rond NI à Tp et Nj différents de I constant. Et nous, en chimie, on va travailler dans un cas particulier qui sont les mélanges idéaux. Dans un mélange idéal, on considère que chacun des constituants se comporte comme s'il était seul. Autrement dit, finalement, dans un mélange idéal, pour chaque constituant, son enthalpie molaire partielle, HMI, est égale à son enthalpie molaire, HMI étoile, lorsqu'il est pur. De plus, en chimie, on va considérer que les gaz sont des gaz parfaits,
et que les liquides et les solides sont des phases condensées idéales, autrement dit insensibles à la pression. Ce qui aura pour conséquence que l'enthalpie ne dépendra que de la température. En effet, la loi de Joule dit que pour les gaz parfaits, l'énergie interne et l'entropie ne dépendent que de la température et pas de la pression. Et pour les phases condensées, si elles sont considérées comme idéales, c'est-à-dire incompressibles, eh bien la pression n'a pas d'influence sur leurs propriétés. Autrement dit, pas sur leur enthalpie, qui ne dépendra également que de la température. Ce qui veut donc dire que, puisque ça ne dépend pas de la pression, on peut toujours considérer qu'on est à une pression de 1 bar, et puisque le constituant est considéré comme pur, on peut donc toujours considérer qu'il est à l'état standard. Pour un gaz parfait, on aura donc son enthalpie molaire partielle HMI, qui est la même que son enthalpie molaire partielle quand il est pur, et qui est la même que son enthalpie molaire standard. Pour un corps condensé, la même chose. Bilan. Pour calculer l'enthalpie dans un mélange idéal, qui ne contient que des gaz parfaits et des phases condensées idéales, on utilise la formule suivante. La loi de l'air, H égale la somme des NI HMI, dans laquelle on peut remplacer les HMI par les HMI standards. Ce qui est très pratique, puisque dans les tables thermodynamiques, ce qui est stocké, ce sont des grandeurs standards, justement. Si dans une table thermodynamique, on arrive à trouver HMI standard pour tous les constituants d'un mélange à une certaine température T, eh bien on peut calculer l'enthalpie totale de ce mélange si on connaît simplement le nombre de moles de chaque constituant. On voit bien que ça c'est un modèle très simplifié de la réalité, puisqu'en gros on considère que chaque constituant a une certaine enthalpie molaire à l'état standard, c'est-à-dire quand il est pur et à la pression de 1 bar, et que même si je change la pression et même si je mélange les constituants entre eux, ça ne change pas leur enthalpie molaire standard. Donc j'ai juste à faire, entre guillemets, la somme des contributions de chaque constituant comme s'il était pur à l'état standard. Et à la fin, ça me donnera l'enthalpie totale du système. Alors c'est vrai que c'est une simplification et qu'on obtient des résultats qui ne sont pas exactement égaux à la réalité expérimentale, mais comme en chimie on considère que cette approximation est suffisante pour la plupart des calculs que nous faisons, on l'utilisera quasiment systématiquement. Petit 2, mélange en réaction chimique. Soit un système composé de plusieurs sous-systèmes qui sont différents constituants, A1, A2, A3, AI, AN, qui est en évolution selon une réaction d'équation somme sur I des nu-I à I égale 0. On suppose que la température T et la pression P du système sont fixées. Exprimons l'enthalpie H du système en fonction de l'avancement de la réaction, notée xi. Comme nous venons de le voir, l'enthalpie totale du système, c'est la somme des contributions de chacun des sous-systèmes, donc c'est la somme des NI HMI standards. On considère qu'on a ici un mélange idéal où chaque constituant se comporte comme s'il était pur et à l'état standard. C'est pour ça qu'on peut directement utiliser les grandeurs molaires standards ici. Les nombres de moles de chaque constituant, comme le mélange est en réaction chimique, on peut les exprimer avec l'avancement de la réaction, en utilisant la définition de l'avancement, et donc en remplaçant chaque NI par NI initial, NI0, plus NUI xi, avec donc NUI le coefficient stoichiométrique du constituant, et xi l'avancement de la réaction. Pour un système qui évolue à température et pression fixée, on a montré précédemment que le transfert thermique avec l'extérieur, Q, était égal à delta H. Exprimons maintenant donc delta H entre l'état initial et l'état final, avec la formule que nous avions précédemment. À l'état initial, l'enthalpie du système vaut la somme sur I des NI0 fois HMI standard, car les quantités de matière de chaque constituant sont ces quantités de matière initiale. À l'état final, l'enthalpie du système est la somme sur I des NI0 plus NUI XIF, avec XIF l'avancement à l'état final, fois HMI standard. On peut ici développer, en séparant cette expression en deux termes, la somme sur I des NI0 HMI standard, plus la somme sur I des NUI XIF HMI standard. Autrement dit, à l'état final, l'enthalpie est égale à l'enthalpie initiale plus XIF fois la somme sur I des NUI HMI standard. Si on veut savoir la quantité d'énergie thermique libérée par la réaction, Q, qui est égale à delta H, ce sera l'enthalpie à l'état final moins l'enthalpie à l'état initial. Et quand on va faire cette soustraction, le HE
à l'état initial va se simplifier, il ne restera plus que Q égale XIF fois la somme sur I des nu I HMI standard. On voit que Q est proportionnel à l'avancement de la réaction, et que le facteur de proportionnalité, c'est la constante somme sur I des nu I fois HMI standard. Cette constante, on va voir qu'on peut la calculer à partir des tables thermodynamiques, qui peuvent contenir par exemple les valeurs de HMI standard, mais qu'on aura aussi d'autres façons de la calculer. Et cette grande constante donc, de proportionnalité, somme sur I des nu I HMI standard, on la notera l'enthalpie standard de la réaction, delta R H standard, avec le R en indice, qui signifie réaction. Au final, le fait que l'énergie libérée par la réaction soit proportionnelle à l'avancement de la réaction, c'est assez logique, puisque quand la réaction va avancer d'une mole, on va libérer une certaine quantité d'énergie. C'est évident que si la réaction avance de 10 moles, donc si par exemple il y a 10 fois plus de transformation chimique, eh bien, donc si l'avancement est 10 fois plus grand, c'est logique que la quantité d'énergie thermique transférée soit 10 fois plus grande. Donc ça c'est assez cohérent. Et après ça c'est juste une constante qui peut être justement stockée dans l'étape thermodynamique ou calculée à partir de l'étape thermodynamique. Petit 3, l'enthalpie de réaction delta RH. Par définition, l'enthalpie de réaction, c'est d rond H sur d rond xi à T et P. Autrement dit, c'est la dérivée partielle de l'enthalpie du système par rapport à l'avancement de la réaction, à température et pression constante. Vous pouvez le voir comme cela, c'est la variation de l'enthalpie du système lorsque la réaction avance d'une mole à température et pression constante. Et c'est finalement une grandeur assez concrète, puisque quand on a un système qui est à température et pression constante, Q égale delta H. Donc si par exemple pour une réaction on dit que delta RH c'est égal à plus 100 kJ par mol, ça veut dire qu'à chaque fois que la réaction avance d'une mole, eh bien on gagne 100 kJ d'enthalpie. Mais gagner 100 kJ d'enthalpie, ça veut dire qu'il y a un transfert thermique de plus 100 kJ, donc en fait on gagne 100 kJ d'énergie thermique qui vont venir chauffer le système. À partir de cette définition, on peut en déduire une expression pratique pour delta RH. En effet, si on remplace dans la définition H par son expression lorsque on a un mélange en transformation chimique, on a donc delta RH égale d rond sur d rond xi de l'expression de H qui est somme sur I des NI0 plus nu XIF fois HMI. Et si on considère dans le mélange idéal que HMI ne dépend pas de l'avancement de la réaction, autrement dit que chaque constituant se comporte comme s'il était pur, eh bien on va avoir ici dans la dérivée, donc la somme sur I des NI0, enfin la partie NI0 fois HMI, on considère que c'est deux constantes par rapport à l'avancement de la réaction, donc quand on va la dériver ça va valoir 0, et on aura finalement delta RH qui sera égal à la somme sur I des nu I fois HMI. Ces deux formules que nous venons de voir sont très importantes, et elles sont à bien connaître toutes les deux et à bien différencier. La première, c'est une définition. Qu'est-ce que delta R H? Donc c'est par définition d rond H sur d rond xi à température et pression fixée. Et la deuxième, c'est l'expression de delta RH, somme sur I des nu I HMI. Attention à bien différencier définition et expression, même si, in fine, les deux, en effet, sont égales. Il y en a une qui est vraiment plus fondamentale et l'autre qui va être plus appliquée. On verra que chacune de ces formules nous sera utile à différents moments. On verra aussi que ce qu'on a fait ici quand on a fait une enthalpie de réaction, ça peut être appliqué à n'importe quelle autre grandeur extensive. Et l'opérateur ici, delta R, finalement, on va le généraliser. On pourra dire pour n'importe quelle grandeur extensive x, delta Rx sera par définition d rond x sur d rond xi à température et pression fixée. Qui aura ensuite, dans un mélange idéal, l'expression somme sur I des nu I xmi. Dans ce chapitre-là, on utilisera delta R quasiment que pour H, mais on peut aussi l'utiliser pour d'autres grandeurs, comme Cp, ou pour d'autres grandeurs énergétiques qu'on verra plus tard, comme l'enthalpie libre G.